Salut à tous et bienvenue. On pense souvent connaître les alcools, mais est-ce qu'on imagine vraiment que la même famille de molécules se cache à la fois dans un flacon de parfum et dans le réservoir d'une voiture? C'est un peu fou, non? Aujourd'hui, on va plonger dans la vie secrète des alcools pour découvrir les processus chimiques qui les rendent si incroyablement polyvalents. Alors, quel est le point commun entre un parfum, du biocarburant et le gel hydroalcoolique? Eh bien, la réponse, c'est justement une molécule d'alcool. Mais comment est-ce possible qu'une seule et même famille de composés ait autant de casquettes différentes? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Voilà notre plan de match. D'abord, on va définir ce qu'est un alcool. Ensuite, on va voir les différents membres de la famille. Puis, on va percer le secret de leur super pouvoir physique. On les regardera ensuite réagir chimiquement. Et pour finir, on verra où tout ça se retrouve dans notre quotidien. Allez, c'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour comprendre cette famille, il faut d'abord jeter un œil à sa carte d'identité chimique. Qu'est-ce qui fait qu'un alcool est un alcool? Qu'est-ce qui le définit au plus profond de sa structure? Et voilà, tout est là. Le vrai héros de notre histoire, c'est ce tout petit groupe d'atomes, le groupe hydroxyle, qu'on écrit -OH. C'est lui qui est responsable de quasiment toutes les propriétés des alcools. C'est en quelque sorte la signature de la famille. La formule générale, elle est presque trop simple, ROH. Alors, le R, ça représente une chaîne de carbone, on peut voir ça comme le squelette de la molécule. Et le -OH, c'est le groupe fonctionnel, c'est la partie vraiment active, celle qui va interagir, réagir et qui donne tout son caractère à la molécule. Ok, maintenant qu'on a la base, il faut savoir que la famille des alcools est assez grande. Et pour vraiment comprendre comment ils se comportent, c'est super important de savoir comment on les classe, comment on les range dans des petites boîtes. En fait, c'est assez simple, il y a 3 grandes catégories. Les primaires, les secondaires et les tertiaires. Tout dépend de combien de voisins carbone a le carbone qui porte le groupe OH. S'il n'a qu'un seul voisin carbone, c'est un primaire, 2 voisins, c'est un secondaire, 3, tertiaire. Et cette petite différence de structure, on va le voir, elle change absolument tout à leur façon de réagir. Passons maintenant à leurs propriétés physiques. Et là, il y a une vraie énigme. Pourquoi les alcools se comportent de manière si étrange, si différente d'autres molécules qui ont pourtant à peu près la même taille? Regardez-moi ce graphique. L'écart est juste gigantesque. Prenez l'éthanol. Il bout à 78 degrés. Son cousin de taille presque identique, l'éthane, il bout à -89 degrés. C'est un monde d'écart. Il faut beaucoup, mais alors beaucoup plus d'énergie pour faire bouillir un alcool. La question c'est pourquoi? Et la réponse à ce mystère, la voici. C'est l'arme secrète des alcools. Tout s'explique par une force invisible, mais incroyablement puissante, la liaison hydrogène. En fait, ce fameux groupe OH est polarisé. L'oxygène, il est un peu gourmand en électrons, donc il devient un peu négatif et il laisse l'hydrogène un peu positif. Du coup, chaque molécule d'alcool se comporte comme un petit aimant et elles s'attirent les unes les autres. C'est ça, la liaison hydrogène. Cette colle moléculaire fait qu'il faut chauffer beaucoup plus fort pour les séparer et les faire passer à l'état gazeux. Et ce n'est pas tout, ce même secret explique pourquoi les petits alcools, comme l'éthanol, se mélangent parfaitement avec l'eau. Ils utilisent leur liaison hydrogène pour s'accrocher aux molécules d'eau. C'est logique. Par contre, plus la chaîne de carbone R est longue, cette fameuse queue huileuse, plus la molécule ressemble à une huile et moins elle a envie de se mélanger à l'eau. Bien, on a vu leur physique, leur apparence en quelque sorte. Maintenant, voyons leur personnalité chimique. Comment est-ce qu'ils agissent? Comment est-ce qu'ils réagissent? Place à l'action. Une des réactions les plus utiles, c'est l'oxydation ménagée. On peut voir ça comme une oxydation douce. Et c'est génial, parce que c'est un véritable outil d'enquête. Rien qu'en regardant ce qu'on obtient à la fin, on peut savoir si notre alcool de départ était primaire, secondaire ou tertiaire. Prenons un alcool primaire. Si on l'oxyde doucement, dans un premier temps, il se transforme en un composé qu'on appelle un aldéhyde. Mais ça ne s'arrête pas là. Si on continue, si on laisse l'oxydant agir, cet aldéhyde peut lui-même s'oxyder une deuxième fois pour donner un acide carboxylique. C'est une réaction en 2 étapes. Maintenant, avec un alcool secondaire, c'est une autre histoire. Il s'oxyde bien une fois, mais il donne un autre type de molécule, une cétone. Et là, point final, la réaction s'arrête net. Dans ces conditions, la cétone est beaucoup plus stable, elle ne veut plus bouger. Et l'alcool tertiaire alors? Eh bien lui, il est têtu, il fait de la résistance. Dans les mêmes conditions, il ne réagit pas, du tout. Pourquoi? Parce que le carbone qui porte le OH n'a pas l'atome d'hydrogène nécessaire pour que la réaction se fasse.
Du coup, on a un comportement différent pour chaque classe. C'est un outil de diagnostic parfait. Et en labo, pour savoir ce qu'on a obtenu après l'oxydation, on a des sortes d'indices chimiques. Par exemple, la 2,4-DNPH nous dit « Ok, il y a bien eu oxydation, on a une cétone ou un aldéhyde ». Et ensuite, le réactif de Schiff, lui, va nous préciser « Et attention, c'est un aldéhyde, c'est un vrai travail de détective ». Mais attendez, ce n'est pas fini. Les alcools ont d'autres tours dans leur sac. Ils peuvent réagir avec des acides pour créer des esters, ces molécules qui sentent bon la banane, la pomme, bref, les arômes et les parfums. Ils peuvent aussi perdre une molécule d'eau et se transformer en alcène. Et bien sûr, ils brûlent très bien, ce qui en fait d'excellents combustibles. D'accord, toute cette chimie est fascinante, mais concrètement, dans notre vie de tous les jours, où est-ce qu'on croise ces fameux alcools? La réponse est simple, absolument partout. On se souvient qu'ils aiment l'eau grâce aux liaisons hydrogènes, ça en fait des solvants géniaux pour les peintures ou les médicaments. Leur capacité à perturber les membranes des bactéries, c'est parfait pour les désinfectants. Et la combustion qu'on a vue, c'est le principe du bioéthanol. C'est vraiment l'une des molécules à tout faire de l'industrie chimique. En fin de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que d'une structure aussi simple que ROH, on obtient une richesse incroyable de propriétés et d'utilisation. De la désinfection à la création d'arômes, en passant par l'énergie, l'alcool est un véritable couteau suisse chimique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, sachant que cette petite molécule fait déjà tout ça, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous aider à construire demain ?